Alors, bonjour à tous e boa tarde a todos. Olivia, je parle un peu en portugais. Et, alors, salut tout le monde, boa tarde a todos e bem-vindos a esta sessão do ciclo de seminários Repensar os Arquivos. Estou meramente a fazer esta abertura formal porque vou passar o resto da palavra da sessão de abertura aos dois colegas que tiveram a ideia, montaram e organizaram este seminário, a Filipa Lopes e o Abel Rodrigues. Bon, Olivier, je vais passer la parole aux collègues qui ont idéalisé et qui ont organisé le séminaire, Abel et Philippa. Et merci Olivier de ta présence, euh, même si virtuelle. Et aussi merci à Peppo d'avoir accepté qu'on monter le texte. Merci et bonne session à tous. Je vais parler en português. Oui. Sim. Nós pensamos, primeiro boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Nós pensamos em organizar este ciclo de seminários essencialmente para debater o que é o conceito de arquivo, entendido como um construto social, colocar no centro do debate, analisar e caracterizar as suas origens, funções, estruturas, materialidades e reutilizações na longa duração, bem como para aquilatar o impacto presente da transição digital na construção da memória da comunidade. O que pretendemos construir é um espaço de debate interdisciplinar que convoca investigadores séniores de várias nacionalidades, da arquivística histórica à história, da ciência da informação aos archival studies, no sentido de promover um enriquecimento teórico e metodológico desse mesmo conceito de arquivo e das suas relações com as diversas áreas do saber. Pretendemos com isso fazer um espaço, construir um espaço comum de debate que se mantenha ativo e dinâmico e contamos realizar uma sessão por mês, tendo um conferencista de renome internacional, que fará uma conferência de 30 minutos, 45 minutos mais ou menos, e um especialista português que fará os comentários a esse texto que lhe é entregue. Portanto, estaremos cá uma vez por mês até março de 2024, na sala de conferências do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e é certo que o resultado destas 6 conferências darão origem a um e-book revisto pelos pares no decorrer deste mesmo ano, 2024. Após o fim deste ciclo, realizar-se-á o Vínculo Project Archival Colloquium, cuja organização já se encontra a decorrer e que se realizará no Palácio Fronteira. Hoje temos 2 conferencistas connosco que muito agradecemos, e eu passarei a palavra à minha colega Filipa Lopes para os apresentar. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Je vais essayer de parler en français une fois qu'on a un invité qui est français. Professeur Olivier Poncet ne peut pas être présent ici aujourd'hui parce que malheureusement le vol a été annulé et c'est notre regret et c'est bon d'avoir sa présence même que virtuellement. Professeur Poncet est un spécialiste archivistique qui est professeur à l'École nationale des chartes et il va faire une communication, une présentation sur les archives comme instrument de pouvoir. Et nous avons le plaisir d'avoir professeur Pelkedin, qui est professeur d'histoire moderne
à la faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, qui va faire le commentaire de cette communication de professeur Poncet. C'est un excellent thème pour commencer, pour initier notre cycle de séminaire. Et après cette séance, on espère d'avoir des questions et des idées pour débattre et pour pouvoir améliorer les questions de notre séminaire. Je remercie à tout le monde de la présence et je pense qu'on peut commencer. Ouais. Et je pense qu'on peut commencer. Je vais passer la parole à Monsieur Poncet. C'est parfait maintenant, Olivier, merci. Merci. Vas-y. Alors. Caros colegas, señoras y señores, lamento saudarvos a partir de París, mas como deve ter percebido, a tecnologia do tráfego aéreo impediu-me de chegar a Lisboa. É uma grande decepção para mim e lamento não poder estar convosco no Arquivo Nacional. Gostaria de agradecer aos organizadores deste encontro, em especial a minha colega e amiga Maria de Lourdes Rosa, com quem tenho a sorte de partilhar dois valiosos doutorandos, Filipa Lopes da Silva e Abel Rodrigues, que muito contribuirão para o sucesso deste excelente programa, bem como ao meu colega Pedro Cardim, a quem agradeceu desde já os seus comentários críticos. Por último, peço desculpa pelo facto de falar em francês, pois penso ter falado mais português do que alguma vez falei e provavelmente mais do que os vossos ouvidos experientes conseguem suportar. Le sujet qui m'a été confié pour ouvrir ce séminaire annuel est probablement l'un des plus classiques qui soit, tant il touche à une définition presque ontologique des archives. À certains égards, quand je regarde le magnifique programme du séminaire, la conférence d'aujourd'hui introduit à toutes les autres, ou en tout cas, le thème proposé peut se rapporter à chacune d'elles. Je ne souhaite pas m'étendre en introduction sur la définition du terme de pouvoir. Cependant, comme vous le comprendrez vite, l'orientation que je donnerai à mon propos établira, au fur et à mesure que les exemples cités se rapprocheront des époques contemporaines, une forme d'équivalence avec le pouvoir central et étatique, même si je n'ignore pas que le pouvoir peut revêtir des formes multiples, qu'elles soient religieuses, économiques, sociales, de genre, de sexe, etc. Qu'il s'agisse du pouvoir d'un seul, du pouvoir de plusieurs ou du pouvoir de tous, qu'il soit souverain, qu'il soit délégué ou qu'il soit relatif. Dans tous les cas de figure, les archives sont associées au pouvoir. Ce lien rejoint d'une certaine manière celui que l'on prête à l'écrit en termes de domination. Claude Lévi-Strauss en fait même une forme d'invariant de la culture écrite chez les hommes. Et c'est la citation que je vous ai mise à l'écran, où il insiste effectivement sur le fait que le phénomène lié à l'apparition de l'écriture, c'est la constitution de sociétés hiérarchisées avec des maîtres et des esclaves. Et quand nous regardons les premiers usages de l'écriture, il semble que ceux-ci aient d'abord été ceux du pouvoir. Et Claude Lévi-Strauss invoque les termes d'inventaire, de catalogue, de recensement, de loi. Et dans tous les cas, pour lui, il s'agit de contrôler les biens matériels ou celui des êtres humains qui équivaut à une forme de manifestation de la puissance. On le sait toutefois, écrit et archives ne vont pas nécessairement de pair. On peut ainsi beaucoup écrire et peu conserver. L'inverse
peut exister, il est plus rare. Quoi qu'il soit toujours délicat pour l'historien de s'aventurer rétrospectivement sur la piste d'une évaluation quantitative de ce qu'on appelle les déperdita, même pour nos époques contemporaines où l'abondance des données peut éventuellement masquer nos propres incertitudes, il est évident que la corrélation entre écrit et archives n'est pas évidente. Alors, il est vrai que l'écrit des Dark Ages européens autour des 5e, 8e siècles n'a pas dû être très abondant. Le support, le parchemin était cher, les lecteurs étaient peu abondants et les scripteurs encore plus rares. Sans doute avons-nous conservé, pour ce temps économe d'écrit, un taux d'actes peut-être supérieur à d'autres époques par rapport à la masse produite. Ainsi, lorsque le décollage de l'usage de l'acte écrit se produit autour des 12e, 13e siècles, les pertes, mieux documentées, ont été probablement énormes, alors même que l'archivage connaissait des mutations qualitatives remarquables. C'est que le pouvoir sélectionne ce qui lui est utile et qu'il sélectionne d'autant plus qu'il y a matière à le faire. Je voudrais redire ici que la première marque de l'utilisation des archives par le pouvoir, c'est tout simplement de les faire exister ou disparaître par des pratiques qui peuvent être rationnelles ou efficaces, ou bien qui témoignent à l'inverse de sa faiblesse et de son incurie. Jacques Derrida affirmait que toute sélection était une violence. On sera d'accord avec lui, à condition de considérer que cette violence s'exerce autant sur celui qui détient les archives que sur celui qui voudrait en bénéficier. Alors, en insistant d'emblée sur une forme de déploration pour évoquer, le lien existentiel qui unit pouvoir et archives, je ne voudrais pas donner le sentiment que seules les absences comptent, comme une certaine historiographie récente aime à le faire. Je prône plus volontiers ce que j'appelle une archivistique heureuse et non pas doloriste, dénonciatrice ou agressive. C'est pourquoi je m'efforcerai dans cet exposé de conserver autant que possible une appréciation ouverte et équilibrée de l'usage des archives par le pouvoir, loin des jugements de valeur précipités, des fantasmes effrayants ou, à l'inverse, des proclamations exaltées. En effet, le pouvoir est plus partagé qu'on ne le dit, et les archives ou les archivistes ne sont pas aussi soumis et instrumentés, pour reprendre le terme du titre de cette conférence, qu'on a parfois voulu l'affirmer hier comme aujourd'hui. N'oublions pas en effet que, comme le rappelle Norbert Elias, je le cite, la socio-histoire définit le pouvoir non comme une propriété que posséderaient les uns et dont seraient privés les autres, mais comme une relation sociale entre des individus occupant des positions inégales dans l'exercice des pouvoirs. Il va de soi dès lors que l'analyse ferait fausse route si elle envisageait le pouvoir sur un mode univoque, où le pouvoir se confondrait nécessairement avec la domination, la force, la contrainte. Un pouvoir administre, informe, protège, sert, tout aussi bien qu'il réprime, contrôle, menace ou asservit. C'est bien le pouvoir, sa nature, ses objectifs qui infléchissent la nature de cet instrument que sont les archives et non l'inverse. Lévi-Strauss, toujours lui, en convenait lui-même et admettait que, à terme, et dans une fonction qu'il qualifiait de secondaire, l'écrit pouvait également libérer et illuminer. Enfin, ultime réserve ou précaution avant d'entamer la conférence proprement dite, il n'est évidemment pas question, dans le temps qui m'est imparti, de tracer un tableau universel dans l'espace comme dans le temps, de la manière dont les archives ont été l'instrument du pouvoir. Il n'existe pas, sauf erreur, d'histoire mondiale des archives. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Relevons simplement que si l'on devait commencer par l'escalade de cet Himalaya de recherche, peut-être que la face la plus simple serait précisément celle des archives comme instrument de pouvoir, car c'est souvent la forme
d'écriture qui a prévalu dans les différentes aires géoculturelles où la thématique des archives a fait l'objet de travaux un peu approfondis. Comme l'historien, quoi qu'il en dise, et quels que soient ses efforts, n'est jamais que le produit de son époque et de sa culture, je vais arrêter un peu le partage pour que je puisse vous voir et que vous me voyez, je suis conscient, moi aussi parfois, de ne faire que braconner sur les aires culturelles qui ne sont pas les miennes. Je ne parviens pas toujours à résister à l'emprise du contemporain et je manifeste une certaine tendance à placer le centre de gravité de ma réflexion à l'époque moderne, que je connais mieux et qui se trouve correspondre peu ou prou avec une forme de modernité des archives et de l'État, pouvoir par excellence. Il est possible d'adopter plusieurs postures pour envisager la relation entretenue par le pouvoir avec les archives, qu'elles soient fondatrices, instrumentales ou antagonistes. On pourrait la résumer par quelques formules faciles. Pouvoir par les archives, pouvoir sur les archives, pouvoir des archives. En somme, les archives rapportées au pouvoir recouvrent, me semble-t-il, trois dimensions. Une dimension fonctionnelle, symbolique et critique. Ces différentes facettes dessinent une histoire des archives et de leur rapport au pouvoir, qu'on aurait tort cependant d'imaginer comme successives, mais qui se cumulent progressivement, ou plutôt dont l'importance respective évolue au fil du temps. Ça va faire évoluer mon écran. La fonction première des archives est assurément d'aider à établir une forme de domination sur les hommes, sur la nature, et bien. Aussi loin que l'on remonte et aussi loin qu'on se déplace, de multiples exemples d'archivage, textuels ou non textuels, l'illustrent. Des gravures rupestres du Val Camonica au Quipus andin, en passant naturellement par les tablettes mésopotamiennes, matrices de l'idéal archivistique antique. Cette mémoire de lieux, de personnes, d'objets est souvent chiffrée et rappelle que posséder et gouverner, c'est aussi souvent compter. Elle fonde le rapport le plus étroit avec le pouvoir, de quelque nature qu'il soit, qu'il s'agisse de titres de possession, de privilèges d'usage et de droits, de traces de transactions achevées ou en cours, de décisions arbitrales ou encore de simples mémorandums provisoires. Il n'est pas de pouvoir. Il n'est pas de pouvoir. Excusez-moi. Voilà. Il n'est pas donc de pouvoir qui n'est assis par les archives, ses prétentions sur des espaces et des populations, et qui ne les est inscrit dans des temporalités variées. Elles peuvent être courtes, comme les tablettes de cire que vous avez ici à l'écran, des fournisseurs de l'Hôtel du Roi de France au XIIIe siècle. Elles peuvent être moyennes si l'on songe aux contes de toute nature. Et ces temporalités peuvent être longues, comme tous les actes qui fondent l'identité ou le droit des personnes, voire se teinter d'ambition d'éternité lorsque l'on confond les archives avec quelques trésors déposés dans un espace sacré. Dès lors, le mouvement d'archivage s'étend à des niveaux très variables et ne connaît pas de limites. Si ce que l'on a appelé le temps des trésors au Moyen-Âge est bien identifié pour les princes souverains ou les pouvoirs municipaux ou ecclésiastiques, les premiers archivages connus ou repérés de laïcs, comme les marchands ou les petits seigneurs, manifestent cette diffusion par capillarité de la fonction d'archivage. La preuve que l'on tire de ces documents archivés a à voir avec la notion de vérité. Elle relève en premier lieu de la force probatoire acquise par le document lui-même au moment de sa confection, élaborée selon des modalités variées qui établissent une forme d'authenticité,
même si ce qui est décrit n'est pas exact, voire est totalement forgé. Mais le document est également présumé authentique, car il provient des archives de celui qui les détient. Ce ius archivi, dont l'expression la plus aboutie est à rechercher dans l'espace du Saint-Empire romain germanique au XVIIe siècle, se confond avec le pouvoir de domination et équivaut à ce que Robert-Henri Bautier a qualifié de la figure martiale d'arsenal de l'autorité. Pourtant, il importe de rappeler que les archives ont aussi vocation à pacifier la société, à assurer la coexistence des citoyens ou des sujets, que les droits de ces derniers aient été déposés au tabularium de la Rome antique, par exemple, ou qu'ils soient conservés par les notaires ou juges du pouvoir royal de la France, du Portugal ou de l'Espagne moderne. En imposant des normes écrites de la cité, au sens où l'entendait Fustel de Coulanges, le pouvoir assume la conservation de l'ordre social à travers la responsabilité archivistique, dont il est tout à la fois l'instigateur, le garant et le bénéficiaire à des titres divers, qu'il s'agisse de la discipline sociale au temps du complexe moderne d'État-famille, registres paroissiaux, ou bien à travers la fiscalité domaniale de l'écrit par le papier timbré, le contrôle des actes qui touche tous les pouvoirs européens à peu près à la même époque, et plus largement de l'administration politique qui l'autorise. L'arsenal de l'autorité n'est après tout activé ou sollicité que lorsque le titre du pouvoir vient à être contesté. Celui-ci peut être soumis à l'appréciation de l'instance judiciaire au cours de procès, où se construisent par à-coups et parfois au cas par cas un discours d'ordre diplomatique, au sens de la diplomatique des actes, pour distinguer le vrai du faux, au besoin en versant l'argument de l'archivage au fond du dossier. Avec la notion d'administration, l'usage des archives se fait plus quotidien. Il convient ici de s'arrêter un instant sur les questions de vocabulaire. Dans l'acception désormais classique de l'archivistique française, les archives existent dès le moment de la création du document posé sur un bureau. À la différence de l'archivistique d'inspiration anglo-saxonne qui distingue les records des archives, la vie des archives ne connaît donc pas de transmutation, mais seulement un vieillissement lié à la valeur d'usage, spécialement administrative, des documents qui distinguent archives courantes, intermédiaires et définitives. Pour l'administration, les archives sont un instrument de connaissance de premier ordre. Ils fournissent à l'État une intelligence archivistique, archival intelligence, pour reprendre les termes de Filippo De Vivo. Lire et relire les archives constitue une activité de grande importance pour tous les pouvoirs. Les recueils, les résumés, les tables, les compilations, les cartulaires, les chroniques, les terriers, les inventaires, les catalogues, les bases de données, tout cela sont des témoins de ce vaste mouvement de maîtrise de l'information ou de volonté de maîtrise de l'information associé à tout pouvoir qui se respecte. Les formes documentaires qu'il revêt sont comme la marque d'expressions politiques et juridiques successives, qu'il s'agisse de la féodalité du Moyen-Âge, comme des Lumières ou de l'État moderne. Le développement de la raison d'État en Europe au cours des XVIe et XVIIe siècles est ainsi étroitement associé à la matière documentaire. Tour à tour dissimulé et rendu public pour mieux asseoir une forme de domination territoriale et politique. Il va de pair, sauf particularismes locaux, et je songe ici à la France des Valois et des premiers Bourbons, il va de pair avec une meilleure conservation et une divulgation contrôlée des archives de la négociation que sont les correspondances et les instructions diplomatiques. À l'époque moderne et tardivement jusqu'au XIXe siècle, les dominations et les constructions impériales et coloniales des puissances européennes, Portugal compris, sont d'abord celles d'une histoire, des savoirs et des catégories intellectuelles, au moins autant que la réalité d'une occupation territoriale. À l'ère contemporaine, l'administration des archives dans les territoires coloniaux constitue du reste souvent l'un des instruments de pouvoir les plus efficaces dont disposent les responsables du pouvoir politique local.
L'archiviste d'un gouverneur français en Afrique occidentale ou en Indochine est souvent l'un des rares personnels scientifiques de l'administration coloniale, et il se voit ainsi confier des tâches qui excèdent sa propre sphère de travail pour la mener à formuler des solutions de gestion de la documentation administrative. Faut-il pour autant parler d'archivocratie et hisser le statut des archives au niveau où ce sont les bureaux dans le cadre d'une bureaucratie telle que l'envisage Max Weber? La question mérite d'être posée, spécialement pour les aires qui ne sont pas régies par des règles multiséculaires où règne la registrature, justement au pays de Weber. Les États italiens des XVe et XVIe siècles auraient ainsi mis en place une administration par les archives qui reflète l'importance prise par la négociation diplomatique et le gouvernement par l'épistolaire dans ses pouvoirs de taille moyenne et contraints à partager un même territoire d'influence. Notons seulement que les progrès de la bureaucratie et de l'efficacité administrative, particulièrement fiscale, dans la France du XVIIIe siècle, aux Lumières, reposent sur le recours potentiel, effectif ou supposé, aux archives des notaires et des insinuations dans les grèves des tribunaux. Et le bon gouvernement, cher à la République de Sienne du XIVe siècle, se nourrit aussi d'une bonne gestion de l'information, comme l'indique la gestion, par exemple, au cours du XVIe siècle, en Toscane toujours, du Scritolio Segreto par le grand-duc Côme Ier, pour qui, je cite, la mémoire des choses anciennes est indispensable au bon prince, car sa domination doit corriger les fautes et récompenser les vertus de ses sujets. De l'administration au contrôle, il n'y a en effet qu'un pas, que les pouvoirs franchissent aisément au moyen des archives, comme le savent pertinemment les historiens des pouvoirs totalitaires contemporains, où les archives ont joué un rôle décisif dans la surveillance des populations et l'arrestation des groupes d'opposants ou de communautés pourchassées. On le sait, le savoir policier, au cours des XVIe et surtout XVIIe et XVIIIe siècles, est un moment important où se dégage la notion moderne de police. Il constitue même le nec plus ultra d'un État moderne, organisé et maître chez lui. De Paris à Naples, en passant par Londres et Venise, et probablement Lisbonne, que je ne connais pas, mais où j'imagine volontiers une police bien organisée, il n'y a pas de pouvoir étatique fort qui ne se munisse alors d'une administration dotée d'une capacité d'enregistrement des éléments minimaux sur la résidence, par exemple, l'identité ou les actions d'individus placés, pour des raisons différentes, sous la surveillance des autorités. Qu'ils se nomment alors lieutenant général de police, comme à Paris, ou inquisiteur d'État, comme à Venise, l'efficacité de ces institutions repose sur une capacité à solliciter leurs archives dans des temps brefs. Par la suite, les progrès de l'organisation documentaire, dont vous avez un exemple dans la photo, ont fait évoluer leurs outils archivistiques, des dossiers aux fichiers, puis aux bases de données aujourd'hui, qui font de la fiche, élément central de cette connaissance, l'emblème d'une surveillance policière au service d'un ordre public qui relève autant de la répression que de la protection. L'ambivalence fonctionnelle des archives est donc avérée. Elle est également présente dans leur dimension symbolique. Comme les institutions, les archives ne se réduisent pas à une matérialité, qu'on oublie parfois, mais qui n'est pas l'intégralité de ce que disent les archives. Elles ne se réduisent pas non plus à des usages administratifs ou judiciaires. Elles possèdent une charge symbolique, un imaginaire, qui peut aller jusqu'aux émotions parfois passionnelles qui régissent leur rapport au pouvoir. Leur organisation et leur possession en particulier reflètent un discours éminemment politique. En usant et en abusant de l'ouverture étymologique, Jacques Derrida en avait même fait un argument pour situer les archives au cœur même de la notion d'ordre. Et c'est la citation que vous avez ici traduite en portugais par Abel et Philippa, que je remercie de leur participation à cette conférence. Il rappelle effectivement que dans le terme grec de arché, on y trouve à la fois des notions de commandement et des notions de commencement.
Et de là découle effectivement une étymologie qui peut nous rapprocher des archives et de la loi, d'où le principe nomologique cher à Derrida. La question de la localisation spatiale, aussi bien qu'institutionnelle, constitue la première perception symbolique des archives du pouvoir. Elle est un objet de questionnement fréquent de la part des historiens qui cherchent à la fois la nature des archives et l'exercice même du pouvoir. L'emplacement spatial, le choix des bâtiments réservés aux archives au fil des siècles et des millénaires, en dit long sur l'intention du pouvoir, qu'il s'agisse de les magnifier par des palais ou des temples ad hoc, de les retenir à proximité de l'exercice de la délibération ou du culte, comme les trésors des villes ou des églises, ou à l'inverse, de les reléguer marginalement dans quelques lieux excentrés ou dans des locaux de facture ordinaire, voire médiocre. L'observation ensuite du positionnement institutionnel des archives n'est pas moins intéressant, qu'il s'agisse d'un service unique ou démultiplié, d'un service intégré au fonctionnement du producteur, ce qui est le cas le plus fréquent pendant très longtemps, ou d'un service propre et autonome, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Aucune formule d'organisation n'est en soi univoque et définitivement explicative. Par exemple, la constitution d'un service distinct, autonome, n'est pas le signe, forcément, d'une modernité. Songeons au Trésor des rois de France, qui sont des services autonomes, si on veut les regarder correctement. Ce n'est pas non plus un service de transparence plus grande. Le recours à la notion d'archivalité proposée par Randolph Head, qui vise à mieux intégrer les raisonnements archivistiques extra-européens, est, je crois, un bon antidote à des conclusions à la fois hâtives et anachroniques. Rappelons ensuite, avec Filippo De Vivo, que les archives sont un enjeu de pouvoir à l'intérieur même du pouvoir, qu'il s'agisse de se les approprier ou d'y faire prévaloir ses objectifs et sa suprématie institutionnelle. Les archives sont un objet de débat interne, lisible par exemple dans le rattachement à telle ou telle tutelle ministérielle, qui les situe tantôt au cœur du pouvoir, tantôt à ses marges, selon le point de vue adopté. C'est arrivé que le pouvoir ne possède pas nécessairement la maîtrise directe des archives qui résulte de son activité, sans que pour autant son autorité en soit durablement affectée. C'est ainsi que l'affirmation progressive de la modernité des archives étatiques à l'époque moderne, au moment même où le concept de souveraineté est forgé pour accompagner l'avènement de nouveaux régimes politiques, passe par une phase de dépossession au profit des acteurs de la vie politique et gouvernementale. Il est là un paradoxe que l'on n'a pas toujours maîtrisé et bien perçu, qu'il s'agisse des secrétaires de l'Angleterre des Tudors ou de la France des Valois, qui emportent leurs papiers de travail, ou bien des administrateurs du Japon des Tokugawa, dont le pouvoir s'appuie sur des institutions privées, assimilées par ce régime à sa propre bureaucratie professionnelle. Donc on a des archives qui sont les archives du pouvoir, mais qui ne sont pas sous la tutelle du pouvoir, au moment même où l'État devient plus fort. À l'inverse, l'attention portée aux archives peut constituer l'acte de naissance d'un nouveau pouvoir. Et je prendrai évidemment l'exemple emblématique entre tous des archives nationales organisées en France au début de la Révolution française. Le député que l'Assemblée nationale a choisi pour les diriger a été nommé archiviste de la nation. Et la première loi qui organise les archives nationales, au mois de septembre 1790, établit leur rôle fondateur et symbolique du nouveau régime. Je cite, « Les archives nationales sont le dépôt de tous les actes, comme vous l'avez sur la citation, qui établissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements. » La saisie de documents d'archives est une des marques précoces et constantes de l'affirmation du pouvoir sur un territoire, un peuple, un mouvement, de manière symbolique aussi. Les conquêtes territoriales consécutives à des campagnes militaires s'accompagnent de plus en plus, au fil de l'époque moderne, de clauses spécifiques dans les traités
relatives au transfert d'archives, c'est-à-dire des preuves de droit nouvellement acquis au vainqueur. Même si elles ne sont pas toujours exécutées, car la cession d'archives est plus facile à repousser que celle des territoires concernés, qui eux sont rapidement occupés, ces dispositions sont de plus en plus souvent prises en compte avec les époques modernes et contemporaines. L'enlèvement d'archives spécifiques, comme les fichiers de police ou les archives politiques ou diplomatiques, représente un autre droit du vainqueur ou de l'occupant dans les conflits contemporains. Ces spoliations guerrières, violentes, politiques, ne sont pas les seules traductions des conflits d'archives observables sur un temps long. La destruction des documents, sélective, rationnelle, ou au contraire, totale et symbolique, relève aussi d'une logique d'affirmation du pouvoir ou de sa contestation, qui aime parfois à se traduire publiquement, comme dans le cas antique de la damnatio memoriae, que l'on retrouve également sous d'autres formes à l'époque médiévale et encore à l'époque moderne. Soumettre une ville, supprimer une dynastie et son pouvoir sur un territoire, s'opposer à une confession religieuse, changer de régime politique, faire oublier une révolte, tout est bon pour mettre à contribution la symbolique efficace des archives. En dépit de ces appétits divers pour les archives de l'autre, il importe de nuancer la valeur de ces archives que l'on s'approprie ainsi, car nombre d'entre elles n'ont guère été exploitées par le nouveau propriétaire. Soit qu'il n'en ait pas eu le temps, soit qu'il ne les ait pas comprises, ça peut arriver, soit que leur durée d'utilité réelle ait été dépassée, soit enfin qu'il lui ait suffi de les posséder. L'aspect performatif des archives est en effet un élément qui a été trop peu souligné dans l'historiographie, mais qui a été pourtant puissant pour faire exister les archives. L'accumulation de documents, la présomption de conservation totale de la mémoire d'un État, d'un territoire, d'une ville, suffit parfois à assurer au pouvoir un respect et une domination qui n'exigent pas de produire les titres et papiers ainsi conservés. Ainsi, aucune règle n'impose aux chambres des comptes médiévales et modernes en France de conserver les comptes apurés, régulés, contrôlés, ainsi que les pièces justificatives vérifiées au-delà du temps des opérations de contrôle. Et pourtant, on le sait, ces gisements documentaires sont parmi les plus importants qui nous aient été transmis, alors même que leur valeur d'utilisation, immédiate ou différée, était pratiquement nulle. De la même façon, les instruments de recherche, inventaires, résumés de synthèse, fabriqués en abondance dans les archives de certains États italiens au XVIe siècle, n'ont pas réellement joué le rôle politique que s'en promettaient leurs auteurs, mais ont davantage occupé une fonction psychologique, assimilable à un outil de lutte contre la peur du déclin. Ils étaient sans doute davantage des monuments nostalgiques du passé que des outils actifs d'une intelligence archivistique qui supposerait une conscience et une rationalité plus visibles. Il en va de même des archives de famille dont Maria de Lourdes Rosa a montré que l'accumulation constituait un capital symbolique, désiré et redouté tout à la fois, objet de convoitise successorale, aussi bien que de sérénité patrimoniale pour ses détenteurs. Le document écrit possède en effet un rayonnement insoupçonné, parfois contre-intuitif lorsque l'on raisonne sur des pouvoirs totalitaires, dont on pourrait penser que leur souci principal est précisément de faire disparaître ce qu'on pourrait appeler les preuves de leurs crimes. De nombreux cas témoignent en effet que seul un collapsus politique et militaire brutal et advenu conduit certains responsables, en général subordonnés et proches de l'action et des archives, à détruire les documents en leur possession. Mais plus on monte haut dans les hiérarchies politiques et institutionnelles, et plus on a de chances de conserver les traces de décisions lourdes de conséquences. Je songe par exemple à cet ordre d'exécution signé par Staline du massacre de Katyn des officiers polonais au cours de la guerre de la Seconde Guerre mondiale.
L'un des aspects les plus symboliques de la relation des archives avec le pouvoir réside dans l'accès, ou plus souvent encore le refus d'accès aux archives, qu'il soit de l'ordre du normatif, de la réalité ou parfois de l'exagération. Pour le juriste Pierre Legendre, qui nous a quittés au début de cette année, le prototype de l'État, c'est l'écrit vivant, défini à travers une formule empruntée à la romanité par la papauté du XIIe siècle, omnia iura habet inscriptio pectoris sui. Il a tous les écrits du droit dans l'archive, dans les archives de sa poitrine. Les arcana imperii constituent, on le sait, un des modes privilégiés d'expression et de gouvernement qui accompagnent la naissance de l'État moderne. La communication et la communicabilité des pièces d'archives et de leurs inventaires sont des éléments ordinairement présents dans presque chaque texte normatif qui se rapporte à ce domaine. Ces aspects peuvent parfois prendre un tour sacré, comme le rappelle par exemple l'interdiction faite sous peine d'excommunication de consulter les archives pontificales sans autorisation au XVIIe siècle. Dans nos sociétés contemporaines, démocratiques, les délais d'attente ou les typologies réservées concentrent une bonne partie de l'attention des différents acteurs et sont à l'origine de l'essentiel de la médiatisation, parfois conflictuelle, des archives du pouvoir auprès du public. Il importe en effet de ne pas négliger, dans la dimension symbolique revêtue par les archives, les effets de celles-ci sur les différentes populations qui sont concernées, de près ou de loin, par ce que contiennent ou pourraient contenir les archives du pouvoir. Cette vision, que l'on pourrait qualifier de from below, ou plutôt de from outside, est celle du citoyen, du sujet, de l'usager, du dominé, voire de l'administrateur, selon le point de vue où l'on se place. Ce public très varié, en particulier lorsqu'il s'agit de gens simples, éventuellement non acculturés à l'écrit, illettrés ou analphabètes, a une perception des archives qui relève parfois d'un imaginaire ou d'une sensibilité puissante, qui confère aux archives des vertus que ne lui reconnaissent pas toujours ceux qui en ont la garde ou qui en sont à l'origine, sauf précisément à en jouer comme le fit Michelet et ses fantômes surgis des rayonnages des archives nationales au XIXe siècle. L'ignorance ou la méconnaissance peuvent susciter, selon les cas, un respect assez fort, quelquefois pour encourager la conservation de documents supposés garantir un nouvel ordre social, comme ce fut parfois le cas de certains documents fiscaux dans les communes médiévales, et je pense au catasto florentin, qui marquait une conquête du popolo minuto sur le popolo grasso, hein, en étendant effectivement la connaissance des ressources fiscales. Au contraire, les archives peuvent inspirer une crainte qui peut conduire parfois à des mouvements populaires qui cherchent leur destruction, comme ce fut le cas par exemple des brûlements de chartriers féodaux à l'époque révolutionnaire en France. Dans les cas très délicats de demande de consultation de dossiers de maternité ou d'accouchement sous X, le rapport aux archives du pouvoir se double d'une intimité blessée, angoissée ou inquiète, dont sont chargées les archives du pouvoir autant que le pouvoir lui-même. Les enjeux autour des archives peuvent conduire au déchaînement des passions, parfois érudites, judiciaires, comme ce fut le cas dans la France du XVIIIe siècle, où les savants, les juges, les théologiens, les nobles et le roi firent des archives une dramaturgie et un champ clos de leurs affrontements et de leurs ambitions pour prouver et dire le vrai. Les archives sont une arme offensive et défensive pour le pouvoir. Leur orientation et leur usage ne sont toutefois pas univoques, je le redis. Un pouvoir qui cède devant un opposant qui prend sa place peut soudainement se retrouver à la merci de ses propres archives retournées en quelque sorte contre lui-même. La force de subversion des archives par d'autres pouvoirs est puissante. Il n'y a guère de limite à l'usage critique des archives. Qu'il s'agisse d'en faire un porte-voix au secours du pouvoir, détenteur et producteur, ou de s'en servir pour infléchir, nuancer, voire combattre
ce même pouvoir, jusqu'à opérer une forme de contre-pouvoir par les archives. L'usage critique des archives n'est pas antagoniste du pouvoir, qui est bien souvent le premier à s'en saisir pour en divulguer un discours construit, ad hoc, qui sert sa politique. Cette propagande par les archives constituerait même l'un des objectifs majeurs de ces dernières pour assurer une forme de mémoire magnifique du pouvoir, et ce dès les temps plus anciens, si l'on en croit l'anthropologue James Scott, qui a caractérisé les archives comme des outils documentaires glorifiant l'histoire de l'État qui leur a donné forme. Cette fonction de remémoration constructive et constitutive d'un pouvoir, désireux de fonder non seulement l'ancienneté de sa domination, mais aussi l'innovation introduite par ses actuels détenteurs, a été ainsi amplement démontrée à partir de la Leitura Nova de Manuel Ier au Portugal, étudiée par Randolph Head. Des analyses identiques peuvent être conduites pour des époques similaires, voire un peu plus longues, à propos par exemple des annales coréennes de la dynastie Joseon. La création des premiers grands dépôts modernes au XVIe siècle répond peu ou prou aux mêmes objectifs, même si ces derniers ne sont pas évidents, comme l'a souligné Arndt Brennecke à propos des archives de Simancas, dont il a pointé ce qu'il appelle l'ambiguous agenda, entre arsenal d'autorité, ou aller chercher des éléments historiques et politiques, et en même temps prison de papier de la puissance étatique selon le règlement que Philippe II édicte en 1588. Il arrive que le pouvoir construise un projet total où la saisie des papiers, leur enfermement et leur divulgation maîtrisée soit construit dans un mouvement unique, comme l'a démontré, vous l'avez ici en photo, Napoléon Ier, qui a fait saisir les papiers souverains des différents territoires soumis à son autorité impériale afin de les concentrer dans la capitale parisienne, où un palais devait les accueillir. Il n'a jamais été construit, tandis que son archiviste Donou était chargé de les exploiter pour fournir un discours politique sur le destin de la France napoléonienne. Sans aller jusqu'à ces solutions extrêmes, la plupart des pouvoirs ont accompagné le désir naissant des savants de toutes origines, ecclésiastiques, judiciaires, administratifs, de s'appuyer sur des documents originaux pour l'écriture de l'histoire. Des commandes à des historiographes, des soutiens éditoriaux sollicités de part et d'autre, des créations institutionnelles, académies, écoles, comme l'école des Chartes, ont été les marques les plus nettes de ce que le pouvoir a demandé aux historiens par les archives et pour les archives. L'école des Chartes, je la citais, a d'abord été un projet napoléonien, que la Restauration qui lui a succédé a repris à son compte pour inscrire son pouvoir politique dans la longue durée du Moyen-Âge, où les chartes étaient synonymes de liberté retrouvée. Et tous les régimes politiques que la France a connus par la suite ont facilité l'usage des archives au service d'une histoire destinée à relier leurs ambitions politiques, qu'il s'agisse de la monarchie de Juillet, du Second Empire ou de la Troisième République. L'écriture de l'histoire par les archives ne dépend pas en effet uniquement de la volonté des archivistes. On sait combien l'offre d'instruments de recherche, leur disponibilité, leur écriture orientent considérablement la manière dont on use des archives. Michel Foucault a insisté sur le fait que les archives sont le produit et la source d'un pouvoir épistémique par le savoir classificateur, donc hiérarchique et dominateur par nature, que les archives possèdent à l'insu parfois de ceux qui en font usage. Il a fallu beaucoup de temps pour déconstruire ou mieux comprendre le discours institué par les archives, par exemple celle de la justice, où la parole de l'institution brouille et modifie la voix des justiciables. Ce travail de distanciation des historiens avec le pouvoir institué des archives commence en réalité dès le moment où s'élaborent les règles critiques modernes. Lorsque Jean Mabillon publie en 1681 son De Re Diplomatica, pourtant inscrit dans une démarche de soumission volontaire au pouvoir, puisque le livre est dédié au grand ministre Colbert, Mabillon fournit aux historiens les armes critiques pour se libérer de la pesante domination du ius archivi. Et il les autorise ainsi à se saisir de toutes les sources existantes
pour élaborer leur récit du passé. En faisant porter la valeur d'usage sur le document et non sur le lieu de conservation, Mabillon ouvre un champ immense des possibles archivistiques où les archives sont mises en doute a priori, mais peuvent servir tous les usages. Dès lors qu'il a été admis de part et d'autre du pouvoir que, pour paraphraser Clausewitz, la recherche en archives n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Dans ce combat, désormais permanent pour le pouvoir sur les archives, et ce sera mon dernier propos, sur les archives et par les archives, le positionnement des archivistes a évolué. D'abord placés étroitement, voire exclusivement dans la main du pouvoir, ils ont progressivement acquis des marges de manœuvre. La tentation de divulgation, pour des raisons plus ou moins avouables, jointe à l'engouement pour l'utilisation historique des documents archivés, a conduit certains archivistes de l'époque moderne à franchir la ligne rouge pour se retrouver accusés de conspirer contre le pouvoir dont ils gardaient les archives. Par exemple, Michele Lonigo, premier archiviste de l'Archivio Segreto Vaticano au début du XVIIe siècle, a été pourchassé et a été condamné. La professionnalisation de la fonction à partir du XIXe siècle a conduit les archivistes à une relative autonomie vis-à-vis du pouvoir. Cette relative indépendance d'action, parfois plus que d'esprit, je dois le dire, est passée, entre autres, par l'élaboration conjointe de règles administratives, la prise en compte de méthodes de plus en plus scientifiques et partagées avec les usagers universitaires, l'émergence d'associations professionnelles de plus en plus ouvertes aux archivistes de tous les pouvoirs et contre-pouvoirs, l'extension encore des missions de collecte à d'autres archives que celles du pouvoir, archives privées, archives d'entreprise, les impératifs de destruction beaucoup plus lourdes que par le passé, assortis de préconisations imposées de plus en plus en amont de l'archivage. Tant et si bien que l'archiviste a pris conscience de sa valeur décisive et, disons-le, de son pouvoir propre. Cet éveil critique à la manière de considérer les archives comme le lieu d'une tension qu'il est possible d'inverser a aussi à voir, davantage que ne le concèdent ou le comprennent les historiens, avec l'archival term, qui a émergé dans la recherche internationale voici une vingtaine d'années et dont le projet Vinculum à l'Université Nouvelle de Lisbonne traduit à la fois la vitalité et la pleine maturité. Depuis les objurgations d'Howard Zinn formulées en 1977, au sortir de la guerre du Vietnam et du scandale du Watergate, et le fameux Who controls the past, énoncé en écho aux intuitions orwelliennes par Hélène Samuels en 1986, les archivistes sont résolument entrés dans une nouvelle voie, destinée à faire évoluer fondamentalement le rapport que le pouvoir entretient avec ses archives. Sans même le secours d'une théorie postmoderne, qui a certes joué son rôle dans le retournement intellectuel du regard porté sur les archives, les archivistes ont prolongé leur autonomisation pour tenter de faire échapper les archives du pouvoir à leurs conditions instrumentales et leur restituer une forme de neutralité, voire pour certains à les poser en contre-pouvoir. Sans aucune illusion sur une prétendue neutralité des archives, neutralité que récusent du reste certaines communautés au point de ne pas vouloir confier leurs archives à la puissance publique par peur d'une nouvelle invisibilisation imposée, les archivistes ambitionnent d'en modifier le sens univoque pour restituer un espace critique plus ouvert et plus accessible. La contribution des archivistes et des archives à la défense des droits de l'homme, par exemple, et plus spécifiquement aux délicates modalités de transition politique dans certains pays, ayant accédé à la démocratie après des périodes de pouvoir totalitaire ou asservissant. On songe évidemment aux pays de l'ancien bloc de l'Est, à l'Afrique du Sud et certainement au Portugal, que je connais mal, a ainsi été décisive. Et même, je dirais, lorsque la créature échappe au créateur, comme dans le cas extrême de Wikileaks, que tout le monde connaît, assurément facilité par le support numérique des archives, les leçons que peut et doit en tirer l'archiviste renvoient inévitablement à sa position d'acteur politique au service d'un pouvoir, certes,
mais plus largement au service d'une société. Cette responsabilité sociale que l'archiviste s'est découverte et s'est donnée n'abolit pas la dimension instrumentale des archives. Elle ne fait pas disparaître leur dimension fonctionnelle, symbolique ou critique dont il a été question. Mais elle autorise plus nettement à voir ce que les archives font du pouvoir, ou pour le dire autrement, quel est leur pouvoir. Rendre des comptes est ainsi devenu probablement le premier impératif des archives en tant qu'instrument du pouvoir. Pour le producteur conservateur, certes, mais aussi pour l'archiviste, dont les actions multiples, la collecte, le tri, la description, la communication, sont de plus en plus soumises à la transparence, et jusqu'aux utilisateurs, toujours plus fréquemment invités à fournir les ressorts de leurs usages et de leurs modalités de recherche. Je vous remercie. Merci, un grand merci Olivier de cette présentation et communication intéressante et laquelle va être maintenant commentée par notre collègue Pedro qui m'a déjà dit qu'il a des cours vers 4 heures. Donc, oui, c'est ça, je peux rester bon, jusqu'à... on est dans le temps, mais s'il sort avant la discussion, c'est à cause de cela. Merci Pedro. Bon, bonjour à tous et à tous. Bonjour Olivier, c'est dommage qu'on ne peut pas se voir en présent, mais tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Ok, très bien. Bon, c'est un grand plaisir d'être ici et participer dans ce cycle de conférences. Comme Olivier Poncet a dit, le projet Vinculum, c'est une excellente démonstration de la vitalité et la maturité de ce champ d'études. Et donc, ce que je dois faire de cette occasion, c'est pas seulement remercier, mais aussi féliciter Lourdes Rose et l'équipe de Vinculum pour l'excellent travail qu'ils ont développé jusqu'à ce moment. Bon, pour aller directement au motif de ma présence ici aujourd'hui, commenter ce beau texte de Olivier Poncet, Les archives comme instrument de pouvoir. J'ai préparé une intervention courte et je vais lire pour faire la gestion plus efficace du temps que j'ai disponible pour mon intervention. Bon, la réflexion que nous venons d'entendre menée par Olivier Poncet est très révélatrice à la fois de sa vaste connaissance en tant qu'historien avec une œuvre extrêmement importante pour l'étude de l'époque moderne et de son remarquable expérience aussi en tant qu'archiviste, paléographe et de renommée internationale. Il s'agit d'une présentation qui soulève de nombreuses questions extrêmement pertinentes concernant la place des archives dans la dynamique historique ainsi que dans le contexte actuel. Et bien sûr, comme nous venons d'entendre, au centre de cette présentation, c'est la problématique du pouvoir. Et c'est juste par là que Olivier Poncet commence, comme nous venons d'entendre. En commençant par une définition de pouvoir, Olivier Poncet souligne le lien étroit entre l'écriture de pouvoir et la capacité de faire en sorte que les gens se comportent d'une manière spécifique et non d'une autre, pour reprendre une formulation bien connue de Michel Foucault. Cependant, tout en soulevant cette question, il souligne aussi également que les archives et l'écriture ne vont pas nécessairement de pair. La relation n'est pas ni linéaire, ni nécessaire. Il s'agit d'une mise en garde opportune qui reflète évidemment l'élargissement de la notion de l'archive et l'extension de cette catégorie à des ensembles d'informations bien au-delà du matériel écrit conservé. Faisant écho au débat le plus récent dans le domaine des études archivistiques, en particulier dans leur intersection avec la production historiographique, Olivier Poncet met en avant un autre aspect que je trouve fondamental de la relation entre, d'une part, l'exercice du pouvoir et, de l'autre part,
l'histoire des archives. La capacité de sélectionner ce qui est conservé, ce qui est préservé, dans quelle façon est préservé pour la mémoire future. Tout en soulignant cette dimension, il avertit qu'il est important de ne pas accorder trop d'importance aux absences que l'on trouve dans les collections d'archives, comme le fait d'une certaine historiographie. De toute façon, je pense que ça, c'est un champ que peut-être on peut discuter dans le débat. La problématique des absences des archives qui sont révélateurs pas seulement par ce qu'ils proportionnent comme source d'information, mais aussi des choix, des absences, des lieux vides, des silences. Donc, je crois qu'on a là un champ pour discuter et pas nécessairement en ce qui concerne les contextes coloniaux, parce que ce sont des questions qu'on pose surtout des historiens qui travaillent la dimension du pouvoir dans une situation coloniale. Mais je crois que ces silences, ces absences, ces absences d'information, ça est aussi pertinent pour le contexte européen et l'histoire du pouvoir, soit à l'époque moderne, soit à la période médiévale. Et ça, c'est un point que je crois que Olivier Poncet souligne, et nous venons d'entendre ça. Olivier a parlé de ne pas faire une histoire pessimiste. Comment était le... oui, c'était comme ça, n'est-ce pas? Donc, j'ai bien aimé cette expression et je crois que c'est un bon prétexte pour une conversation après, pendant le débat. Parce que au lieu d'insister dans les silences, Olivier Poncet met en évidence les multiples facettes du pouvoir telles qu'ils se manifestent dans le domaine des pratiques de préservation documentaire. Tout d'abord, l'archive en tant qu'outil d'administration, l'archive et son rôle informatif, normatif aussi, l'archive en tant que l'arme de protection contre les ennemis, contre les concurrents, l'archive au service de l'effort de contrôle et de répression, l'archive enfin en tant qu'instrument de certification d'événements. Dans cette énumération, Olivier Poncet parvient à nous présenter dans ses grandes lignes l'articulation entre, d'une part, l'étude de l'histoire des grandes collections documentaires et d'autre part, la dynamique historique, en particulier dans ses dimensions politiques, sociales et culturelles. Comme nous venons de l'entendre dans sa présentation, Olivier Poncet a développé sa réflexion autour de trois axes principaux. La dimension fonctionnelle des archives, la dimension symbolique et la dimension critique des collections archivistiques. J'aimerais mettre en évidence dans sa réflexion de groupes de questions suivants, qui sont ceux qui m'ont plus impressionné pour la pertinence de la réflexion d'Olivier Poncet. En ce qui concerne la dimension fonctionnelle, Olivier nous rappelle que les archives, en plus de préserver la mémoire des lieux, des personnes ou des objets, servent également à pacifier la société. C'est une expression qu'il a utilisée dans sa présentation. Les archives servent à assurer la coexistence entre les individus avec des intérêts différents et à garantir la préservation de leurs droits et leur coexistence, même s'ils ont des intérêts qui sont différents et qui sont potentiellement conflictuels. Les collections documentaires de tout type de documents sont donc un élément essentiel à la vie collective, car en plus de leur rôle dans la préservation d'une certaine mémoire, elles sont cruciales pour assurer ce on pouvait appeler la prévisibilité des interactions sociales. Donc, cette notion de sécurité, à mon avis, c'est très étroitement lié à les attentes des individus et l'archive comme quelque chose que assure une certaine prévisibilité pour des interactions entre les personnes. D'où l'importance de bien comprendre ce que l'historien Philippe de Vivo, quelquefois cité par Olivier, appelle
l'intelligence archivistique et de ne jamais perdre de vue que cette intelligence archivistique, et ça, je crois que c'est un autre point qu'il faut la peine souligner, cette intelligence archivistique est historiquement et culturellement située. C'est une autre donnée fort centrale de la réflexion d'Olivier Poncet. Les formes documentaires, la manière dont elles sont organisées, l'accès à ce matériel, la manière dont il est compris, tout cela et d'autres dimensions doit être traité sans jamais perdre de vue le sein de son historicité et de son inscription culturelle et sociale, d'autant plus à une époque où l'approche globale de l'histoire est de plus en plus largement pratiquée. Cette recommandation s'applique particulièrement à l'étude des espaces coloniaux et des archives produites dans ce contexte. Cependant, et sans nier, comme je viens de faire, sans nier la spécificité des archives coloniales et de leurs problématiques, je dirais que bon nombre de ces préoccupations, la historicité de toutes ces dimensions que je viens d'énumérer à partir du texte de Olivier Poncet, un bon nombre de ces préoccupations s'appliquent également aux sociétés où la domination coloniale est absente. Ce qui compte, après tout, c'est la présence au sein d'une collectivité des relations asymétriques de pouvoir. En ce qui concerne la deuxième dimension des archives et leur évolution historique mise en avant dans cette présentation, leur caractère symbolique, Olivier Poncet souligne non seulement la question de la localisation physique des archives, mais aussi la position institutionnelle des archives au sein de la machine administrative de la couronne et à partir de la fin de l'Ancien Régime de l'État. À cet égard, il s'appuie sur son vaste expertise en histoire institutionnelle et fait référence non seulement à la constitution des archives en tant que service individualisé au sein de l'appareil gouvernemental et administratif, mais aussi au développement dans diverses sociétés, et pas seulement occidentales, comme il est évident, de connaissances liées à la préservation de l'information, des documents. Comme j'ai déjà dit, des documents qui ne sont pas nécessairement des documents écrits, mais aussi d'autres natures très diverses et de supports et caractéristiques tout aussi variés. Et dans la présentation de PowerPoint que nous venons de voir, Olivier Poncet nous a donné plusieurs exemples de ce que je viens de dire. Dans ce domaine, il convient presque inévitablement de faire référence à la relation entre, d'une part, le développement des archives et, d'autre part, l'affirmation du pouvoir souverain du roi, un sujet que Olivier Poncet connaît très bien en raison des nombreuses études qu'il a consacrées à l'Europe du VIe et XVIIe siècle. Il met en avant, à cet égard, le processus d'accumulation de documents, parfois lié à la présomption de la possibilité de préserver intégralement la mémoire d'une couronne, d'un pays, d'un État. Il souligne aussi le développement d'instruments de recherche de plus en plus sophistiqués, inventaires, résumés, catalogues, etc. Et Olivier Poncet mentionne également la relation entre le développement des archives et l'affirmation du secret dans l'art de la gouvernance, les arcana imperi, évoqués par une citation très suggestive de Pierre Legendre, liée à la communication et à l'interdiction de consulter des archives. Donc, nous avons affaire ici à une proposition pour mettre l'histoire des archives au centre de l'histoire des pratiques politiques et de la pensée politique. Et ça me semble aussi très, très suggestif, très productif aussi. Dans cette partie de sa réflexion, Olivier Poncet n'oublie pas que ce que l'on pourrait appeler l'histoire sociale des archives, en particulier en ce qui concerne la définition par ceux qui détiennent le pouvoir de ceux qui pouvaient avoir accès aux informations conservées dans ces collections. Donc, une fois encore, une histoire de pouvoir, une histoire d'inclusion et une histoire d'exclusion.
En ce qui concerne la dimension sociale des pratiques archivistiques, Olivier Poncet souligne aussi également la question, à mon avis très importante, des effets sociaux de la proximité ou de la distance par rapport aux archives. La présence, la proximité de l'archive change beaucoup la dynamique sociale et je remercie Olivier Poncet de faire référence à cette dimension que je trouve vraiment importante. Il fait également référence à l'évolution des archives dans le contexte des conquêtes coloniales, des conquêtes en général, mais surtout les conquêtes coloniales. Plus précisément, les efforts du pouvoir conquérant pour dépouiller les archives des conquis, s'en emparer et les resignifier. Je ne sais pas si on peut dire ça en français, resignifier. Ou réinterpréter quelque chose qui malheureusement ne relève pas seulement du passé. Il suffit de penser à ce qui se passe actuellement en Ukraine et tout le travail que les autorités russes sont en train de faire avec des archives et des collections documentales de l'Ukraine. Le troisième et dernier axe de réflexion du professeur Poncet concerne la dimension critique des archives dans une perspective historique. Et je m'approche de la fin de mon commentaire. Dans ce domaine, Olivier Poncet soulève un certain nombre de questions que je trouve vraiment importantes, telles que les archives en tant qu'armes offensives et défensives pour ceux qui détiennent le pouvoir, ou l'utilisation des archives comme outil de propagande, une manière d'assurer ce qu'il appelle de mémoire magnifique du pouvoir. J'ai particulièrement apprécié sa réflexion sur la commémoration, la construction et la préservation d'une certaine mémoire en tant qu'élément simultanément constructif et constitutif d'un pouvoir désiré de fonder non seulement l'antiquité de sa domination, mais aussi l'innovation qu'il introduit comme moyen de légitimation. Et ici, bien sûr, nous avons plusieurs exemples d'institutions, de groupes, de formes d'organisation locale ou nationale qui utilisent l'archive comme une démonstration, une preuve de sa supposée antiquité, donc archive, identité politique et antiquité, mémoire des origines de cette formation politique comme les différents facettes, des différentes faces du même processus d'affirmation politique. C'est dans la dernière partie de son intervention que Olivier Poncet nous interpelle en tant qu'historien professionnel. Ainsi, en plus de nous rappeler que les pouvoirs ont toujours favorisé l'écriture de l'histoire basée sur les documents que le pouvoir lui-même a préservés, il évoque une fois de plus Michel Foucault et son appel à la vigilance concernant le fait que les archives sont à la fois le produit et la source d'un pouvoir épistémique à travers le savoir classificateur et tous les commentaires qu'Olivier a fait sur hiérarchisation et classification et inclusion et exclusion. Donc, c'est complètement un domaine que j'aime beaucoup et que a beaucoup à voir avec la contribution de Michel Foucault pour tous ceux qui sont ici et l'énorme influence de son œuvre. Les mises en garde de Olivier Poncet aux historiens et l'importance de leur recul critique par rapport aux archives et donc par rapport au pouvoir sont très opportunes. Cela implique de penser de manière critique en permanence la relation entre, d'une part, la professionnalisation des historiens et des archivistes et d'autre part, leur autonomie par rapport aux instances du pouvoir. Cela implique également de pratiquer une archivistique historique pluraliste et équitable, qui considère non seulement ce qui est préservé dans le cadre de l'exercice du pouvoir, pour ceux qui exercent du pouvoir pour l'exercice de leur pouvoir, mais aussi les archives de ceux qui sont la cible de ce pouvoir, leur voix et leur visage. Et Olivier, dans sa présentation, a parlé de contre-pouvoir, de ceux qui sont de contre-archives officiaux. C'est une image que j'ai bien aimée.
Cela oblige à envisager l'histoire des archives de manière beaucoup plus relationnelle, en tenant compte de la concurrence entre les dynamiques concurrentes de préservation de la mémoire documentaire qui ne sont pas nécessairement coexistantes et sont souvent même excluantes. J'ai beaucoup apprécié l'importance accordée par Olivier Poncet aux efforts des archivistes engagés dans la lutte pour les droits de l'homme dans les dictatures et les États totalitaires. Devons-nous faire confiance aux archives qui ne sont jamais neutres, demande Olivier Poncet à la fin de sa présentation. Cette question est d'une actualité brûlante, d'autant plus à une époque où il y a tant d'exemples d'archives où, comme il a dit aussi, la créature a échappé à son créateur. En résumé, nous venons d'entendre une excellente présentation qu'Olivier Poncet nous a offerte, qui se termine par ce que l'on pourrait appeler un appel à la responsabilité éthique, sociale et politique, non seulement de l'archiviste, mais aussi, bien sûr, de l'historien. Merci beaucoup.